Nous avons parlé des principes techniques de la psychopharmacologie psychodynamique. Jusqu'à présent, nous avons abordé les 2 premiers des 6 principes. Éviter le clivage corps-esprit et savoir qui est le patient. Nous allons passer au principe suivant. Dans cette section, nous allons commencer à examiner en particulier les questions relatives à l'ambivalence dans la prescription. En ce qui concerne l'ambivalence, il est probablement important de reconnaître que pour beaucoup de nos patients, et probablement pour la plupart d'entre eux, il existe un certain degré d'ambivalence par rapport au traitement. Je ne veux pas prendre de médicaments et la plupart de mes patients ne veulent pas prendre de médicaments. Mais plus encore, nos patients, dont beaucoup ont eu des expériences négatives au début de leur vie ou ont été blessés par des soignants, ont beaucoup d'inquiétudes. Il est intéressant de noter qu'une étude réalisée par Piguet, un sociologue qui a interrogé quelques 125 patients ayant des antécédents de dépression et à qui l'on avait prescrit des médicaments, a réalisé une étude analytique factorielle ouverte en demandant simplement aux patients de parler de leur traitement médicamenteux. Ils ont ensuite rassemblé les quelques 125 entretiens et ont identifié 15 thèmes qui ont traversé ces entretiens. Parmi ces 15 thèmes, les 4 thèmes les plus fréquents lorsque les patients parlent de leurs médicaments concernent tous le fait d'avoir subi un préjudice. Il a fallu attendre le 5e thème, le 5e thème le plus courant, pour que les patients commencent à parler des avantages qu'ils retiraient de leur traitement. C'est donc ce genre de choses qui se produit, et nos patients nous font part de toutes sortes de sentiments anxieux, compliqués. Nous savons que l'ambivalence du patient est directement liée à l'inobservance du traitement, de sorte que les patients qui se présentent avec une ambivalence sont dès le départ 2 fois plus susceptibles d'interrompre leur traitement et 3 fois plus susceptibles d'interrompre leur traitement s'ils ont une quelconque expérience négative. Mais nos patients nous font également part de leur ambivalence à l'égard de la maladie. Lorsque les patients sont ambivalents à l'égard de la maladie, lorsqu'ils tombent malades d'une manière ou d'une autre, ils peuvent découvrir qu'il y a des bénéfices secondaires. Vous savez, lorsque vous recevez des citrons, vous trouvez le moyen d'en faire de la limonade. Une fois que cela se produit, les patients qui tirent des bénéfices secondaires de leur maladie ont moins de chances de se rétablir. Et nous savons que la volonté de changement du patient exerce une influence importante sur l'efficacité du traitement médicamenteux. Les patients peuvent également être ambivalents en ce qui concerne la prestation de soins. Ils ont donc vécu des expériences négatives précoces, et les traumatismes précoces sont corrélés à une plus grande résistance au traitement. Et, comme je l'ai dit dans une conférence précédente, il y a aussi des héritages d'oppression systémique. Les patients apportent cet héritage sous la forme d'une méfiance médicale qui les rend peut-être moins capables d'utiliser les traitements que nous avons à offrir. Et, bien sûr, si nous ne sommes pas attentifs, nous pouvons aussi finir par mettre en œuvre ces aspects de l'oppression systémique et contribuer au problème au lieu d'aider à le résoudre. L'une des choses que nous faisons autour de l'ambivalence est donc d'y prêter attention. Et une façon simple de le faire, dès le début, est de demander aux patients ce qu'ils pensent de la prise de médicaments. Très souvent, les patients vous parleront immédiatement de leurs ambivalences. Encore une fois, cela ne doit pas prendre beaucoup de temps. Cela peut faire partie d'un premier entretien, et il suffit de 2 minutes pour avoir une idée de ce que ressentent les patients à propos de la prise de médicaments. Nous devons également être à l'affût des preuves d'ambivalence, si le patient ne nous en parle pas, s'il n'y a pas d'observance, si les patients sont très préoccupés par les effets secondaires ou d'autres aspects du traitement, ou s'ils ont des effets secondaires à un rythme qui n'a pas nécessairement de sens sur le plan pharmacologique, ou qui nous amène à nous demander s'il ne s'agit pas de réponses nocebo. Tous ces éléments devraient nous alerter sur la possibilité d'un certain degré d'ambivalence qui interfère avec la capacité du patient à faire un usage sain des médicaments. Une fois que nous commençons à soupçonner l'existence de ces symptômes, nous cherchons à savoir s'il peut y avoir des gains secondaires, toutes sortes de choses qui interfèrent avec d'autres récompenses plus primaires du monde. Nous pouvons commencer à nous demander si les symptômes remplissent des fonctions défensives pour le patient ou s'ils l'aident à gérer des affects intolérables. Ou encore, se demander si les symptômes servent de communication ou de monnaie d'échange dans la relation médecin-patient. Vous pouvez imaginer un patient qui hésite à se soigner parce que lorsqu'il vient vous voir, en tant que médecin, vous êtes la seule personne, le seul moment de son mois où quelqu'un s'intéresse, se préoccupe de lui. Le patient peut donc être réticent à abandonner ses symptômes car c'est sa façon de dire « j'ai besoin de vos soins ». Ou, à l'inverse, le patient a vécu beaucoup d'expériences négatives précoces et est très remonté contre la prestation de soins,
et il s'investit donc pour montrer qu'il ne peut pas faire confiance aux prestataires de soins, qu'il ne peut pas se tourner vers eux, que personne ne l'aide vraiment et qu'il doit se débrouiller tout seul. Ainsi, ce patient peut également utiliser ses symptômes pour essayer de communiquer quelque chose sur sa colère, sur l'inefficacité des soins que l'on peut recevoir dans le monde, y compris de la part de son médecin. Une autre façon d'appréhender l'ambivalence consiste simplement à poser des questions. Qu'est-ce que le patient risque de perdre si le traitement fonctionne? Pour cette question en particulier, je pense qu'il est essentiel de la poser lors de la première séance ou peut-être de la deuxième, avant que des transferts n'émergent, avant que vous ne soyez frustré par leur non-réponse ou qu'ils ne soient frustrés par leur non-réponse, parce qu'alors, si vous posez la question « Qu'avez-vous à perdre si le traitement fonctionne ?», ils l'entendent sur la défensive et probablement à juste titre, parce qu'ils commencent à y voir un certain reproche. Voici donc les points clés de cette conférence. D'un point de vue psychodynamique, les patients, comme tout un chacun, ont des conflits qui peuvent compliquer de nombreux aspects de leur vie, y compris leur recours aux soins psychiatriques. L'ambivalence à l'égard des médicaments, des médecins, des soins, voire de la santé elle-même, contribue à la réticence à l'égard du traitement. L'ambivalence nous amène donc à nous en préoccuper. Une façon simple de le faire dès le début est de demander aux patients ce qu'ils pensent de la prise de médicaments. Il faut également être attentif aux signes d'ambivalence si le patient ne nous en parle pas.